Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je me présente, je m'appelle Nathalie Boyer, je suis la vice-présidente exécutive et chef des opérations chez Raymond Chabot Grant Thornton. Avant de débuter, prenez note, chers participants, qu'il va y avoir une période de questions à la fin de notre échange. Je vous invite donc à nous les transmettre tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A au bas de votre écran. Aussi, notez que ce webinaire va être enregistré et va être disponible sur notre site Web dans quelques jours. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec une femme d'affaires d'exception qui non seulement fait croître son entreprise de manière remarquable, mais qui le fait en misant sur des façons de faire novatrices et surtout une approche humaine. Bonjour Isabelle, comment vas-tu cet après-midi? Bonjour Nathalie, je vais très bien, merci. Merci énormément de me recevoir. C'est un plaisir partagé. Et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec la PDG de l'année 2023, catégorie grande entreprise du Journal des Affaires. Juste cette reconnaissance, il y en a plusieurs autres, ça démontre ton immense talent, ta capacité de mobiliser positivement les équipes et ta grande détermination à faire bouger le domaine de la construction. Je me permets de tutoyer si tu veux bien, parce que je veux que cette discussion-là soit un peu intimiste, même si on a 1000 personnes qui nous écoutent en ce moment. Je ne vais pas ajouter au stress. Donc voilà. En fait, au-delà des défis de l'industrie de la construction et de la culture d'innovation chez Coffrage Synergie, j'aimerais entre autres, au bénéfice de tous les participants qui nous regardent, que tu nous partages ta vision du leadership. Donc, disons d'emblée que tu as réussi dans un monde d'hommes, là où les femmes sont malheureusement pas encore assez nombreuses, et donc j'aimerais qu'on en parle également. Sans plus tarder, si tu veux bien, je vais te présenter officiellement à nos téléspectateurs. Donc, depuis sa nomination en 2017 comme présidente directrice générale, Isabelle a fait passer le nombre d'employés de l'entreprise de 400 à 1500 et a augmenté ses revenus de 32 %. Elle gravit les échelons rapidement au sein de l'entreprise, passant de réceptionniste en 2005 par la fonction de directrice construction jusqu'au poste de première dirigeante. Détentrice mineure en design des jardins de l'Université de Montréal, Isabelle est une leader exemplaire qui a reçu de nombreuses distinctions, tout comme son entreprise. Outre le titre de PDG de l'année, Isabelle a été notamment désignée entrepreneur de l'année DY au Québec en 2022, lauréate du prix Relève Femmes d'exception au concours Mercuriade en 2020, la Fédération des chambres de commerce du Québec, et récipiendaire du prix Entrepreneur de l'année du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie en 2019. Tu es mère de 3 enfants. J'ai ouï dire que tu pratiques la navigation, l'aviation, la chasse sous-marine avec un harpon. Ça, c'est féroce. Bref, je sens que tu es une femme engagée et passionnée. Ouais, voilà. Donc, comme je le disais d'emblée, j'aimerais ça qu'on aborde d'emblée l'industrie de la construction en général. Après ça, j'aimerais ça qu'on ait un segment sur ton entreprise et finalement, j'aimerais qu'on ait un échange sur le leadership. Ça te va? Ça me va. Donc, je t'emmène tout de suite dans l'industrie de la construction. On sait que l'industrie de la construction se transforme. Il y a plusieurs choses qui se sont passées et qui se passent encore aujourd'hui. Là, je t'énumérerai pas tout ce qui est la tempête géopolitique et le contexte économique, mais comment se porte l'industrie du Québec, de la construction au Québec et c'est quoi le futur de l'industrie de la construction au Québec selon toi? Intéressante question, Nathalie. Bien oui, le futur de l'industrie de la construction au Québec, je suis convaincue qu'il passera par un leadership plus humain. Je vais le dire ainsi, il faut que les entreprises se tournent vers les employés pour développer une meilleure innovation, pour tomber vraiment à une autre étape de l'industrie de la construction. Il faut qu'on réfléchisse innovation dans tous les aspects de l'entreprise. Puis très certainement, ça va passer par une consolidation du marché, si vous voulez mon humble avis. Le nombre d'entreprises, il est très grand, mais la quantité moyenne d'employés par entreprise, il est très bas. Moins de 8 employés en moyenne au Québec. Et si on réfléchit à ça, 8 employés, quand on effectue des travaux manuels en chantier, l'équipe administrative de soutien, de ressources humaines, de santé, sécurité, d'innovation, tous ceux qui réfléchissent à créer des programmes pour attirer les talents puis passer à la prochaine étape d'innovation dans une entreprise, bien, ça ne fait pas de sens. Fait qu'il faut qu'il y ait une réflexion de consolidation, j'en suis convaincue. Puis, on l'a vu le débuter. Là. Moi, dans les dernières années, j'ai vu différents joueurs. Puis, ne pensez pas que je ne crois pas à la compétition. Au contraire, devenir une meilleure version de soi-même passe par l'équilibre de la compétition. Il faut que ça reste. Mais par contre, il faut réfléchir à unir nos énergies pour s'assurer qu'on ait le temps, au travers d'une carrière, d'amener l'industrie au prochain niveau avec l'innovation et d'engranger toutes ces magnifiques connaissances pour être prêt à passer à la prochaine étape. J'imagine. Puis je regardais, il y avait une étude en juin dernier, je pense de l'Association de la construction du Québec, qui disait que la productivité au travail en 2021 de l'industrie était
de 13 inférieur au Québec qu'en Ontario. L'étude disait, entre autres, que les facteurs qui expliquent ça, c'est entre autres la mobilité de la main-d'œuvre, la formation des travailleurs ou le cloisonnement des métiers. Il y a aussi une loi qui a été passée au début de l'été qui veut moderniser le secteur de la construction. Peux-tu nous dire, de ton point de vue à toi, comment ça va nous emmener à être plus productifs? Puis est-ce qu'on est capable de combler ce gap-là entre le Québec et l'Ontario? Ah, très certainement, on peut le combler. La loi 51 nous apporte plus de polyvalence de la main-d'œuvre, de mobilité. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et je salue cette fameuse citation qu'on a entendue dans les journaux. Ça prend 7 quarts de métier pour changer un cadre de porte dans une école. Mais c'est vrai que c'était complexe. Il y avait vraiment quelque chose où on pouvait mettre à profit l'expérience, l'expertise des compagnons, des gens de métier qui sont là depuis de nombreuses années. Il fallait absolument faire un pas pour réussir à amener l'industrie à un autre niveau. Ceci étant dit, ça reste qu'ils ont exclu, si je parle un peu de coffrage, ils ont exclu de cette loi-là la structure dont on fait pas mal sans de la structure de notre côté. Le coffrage, c'est essentiellement les grandes structures, les grands squelettes de béton que vous voyez monter dans les centres urbains. C'est vraiment l'ossature d'un bâtiment. Et ça, le coffrage a été exclu de cette loi-là. Ce que ça veut dire, plusieurs choses. Je pense que ça a été fait de façon très diligente car la structure, ça comporte la majorité des tolérances zéro de l'industrie de la construction, que ce soit pour la gestion de la silice, que ce soit pour la gestion des travaux en hauteur. Donc, on reconnaît le caractère particulier de l'ouvrage qu'on fait. Et ça, moi, si pour une PDG d'entreprise de coffrage, je le salue. Parce qu'on parlait de comment on fait pour mobiliser la main-d'œuvre, comment on fait pour la former, pour l'amener à un autre niveau. Ça nous permet de démontrer tous les efforts qu'on a mis dans les dernières années, puis qu'on s'est assuré que nos employés chez Synergie, on pouvait les amener vraiment à un niveau d'expertise supplémentaire au travers de nos programmes de formation interne, d'accompagnement, de coaching, de mentorat, tous les systèmes qui ont été mis en place pour augmenter la compétence technique et même en soft skills de nos travailleurs. Bien, c'est reconnu, puis on voit que sur les chantiers, ça va porter fruit au travers de ça. Fait qu'on va être capable de combler ultimement ces gaps de productivité-là. Le gap de productivité va être beaucoup comblé aussi par... moi, je réfléchis beaucoup au mode de contrat collaboratif qui vont nous permettre d'amener non seulement un contrat collaboratif dans les corps de métier de façon légale, c'est mieux encadré, mais surtout de réfléchir à l'esprit de collaboration. Je pense que c'est ça qu'il faut changer. Et en ayant décloisonné un peu les métiers, en reconnaissant la capacité de la main-d'œuvre à être polyvalente, on a reconnu, intrinsèquement, on a reconnu que la collaboration entre les corps de métier pouvait se faire. On arrête de travailler en silo par corps de métier, mais on reconnaît. Puis il y a beaucoup d'exceptions là. Cette loi-là, c'est vraiment principalement une question de santé-sécurité, mais on a un mindset qui est en train de changer. C'est l'évolution de la pensée. Puis il faut comprendre que l'innovation, c'est aussi dans les façons de travailler en collaboration. Et ça, je pense que c'est un grand pas pour la construction du Québec. Puis si je te donnais une baguette magique puis je te disais que tu es au pouvoir du gouvernement en ce moment, qu'est-ce que tu changerais, justement? Qu'est-ce que tu aurais ajouté au projet de loi? Ah, le projet de loi, qu'est-ce que je voulais changer? C'est intéressant. Mais certainement, j'aurais voulu... je pense qu'on est dans une ère, puis on sent l'ouverture des différents paliers gouvernementaux, autant au point de vue de l'éducation que de la CCQ, l'ouverture à réfléchir à un programme de formation qui est peut-être un peu moins technique, mais un peu plus dédié à la collaboration, au savoir-être. Je m'expliquais ici. On pense que l'industrie de la construction, c'est une industrie excessivement technique. Mais l'innovation, elle commence d'abord et avant tout chez les entrepreneurs. Alors, il est excessivement difficile pour les programmes de formation d'être à la page, de toujours avoir les équipements dernier cri, de s'assurer que les techniques de façon de faire, elles sont appropriées en chantier. Parce qu'en plus, chaque entreprise a un peu ses façons de faire, ses techniques de travail. Et ça, on s'est rendu compte aussi qu'au fil des années, nos employés de terrain, ils sont excessivement bons et motivés à se passer des bonnes façons de faire sur le chantier. Ça va bien. Ça va très bien. Là où des fois, il y a peut-être à réfléchir, c'est s'assurer que, comme je parlais de collaboration, mais qu'est-ce que c'est? C'est du savoir-être. Et ça, quand je parle avec les programmes de formation, je dis, si vous savez qui sont les gens de notre industrie, il y a différents parcours, souvent très atypiques. Mais oui, le parcours qu'on recherche en ce moment, on aime voir les jeunes choisir l'industrie de la construction. Puis j'insiste sur le mot « choisir », parce qu'il ne faut pas que ce soit parce que tu n'as pas eu d'autre choix.
te tomber là, c'est parce que tu choisis ce magnifique métier de la construction. Et ça, c'est très porteur de futur. Alors, ce que je rêve vraiment avec une baguette magique, c'est de voir les programmes de formation se tourner vers les soft skills, vers le savoir-être, l'écoute active, d'être bienveillant avec les autres personnes sur le chantier, le respect. Ça peut être basique, mais il faut comprendre que la majorité des gens sont arrivés de toutes sortes de milieux. Et si on améliore ça, et ça, en passant, c'était bon, ces techniques-là, il y a 2000 ans, c'est bon aujourd'hui et ce sera bon dans 2000 ans. Comment faire pour collaborer en tant qu'humain? Est-ce que les jeunes aujourd'hui, tu disais, c'est un choix. Est-ce que tu vois qu'ils prennent davantage ce choix-là? Est-ce que ça devient de plus en plus un choix pour les jeunes? Oui, je pense que oui. Moi, je suis vraiment contente de voir ça. D'ailleurs, je vais vous permettre une petite anecdote ici, très personnelle. Quand j'ai commencé dans l'industrie de la construction, j'ai fait ce que ma bio disait pas. J'ai fait un DEP en aménagement paysager. Et j'ai participé à l'âge de 19 ans à ce qui s'appelait à l'époque le Mondial des métiers. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Là? Je comprends un peu, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais tu vois, à l'époque, moi non plus, je n'avais pas entendu parler de ça. C'est mon DEP qui me l'a proposé et qui m'a dit, Isabelle, tu aurais le profil, veux-tu participer à ça? C'est une petite compétition, là, c'est rien de compliqué. OK, bon, mais je m'inscris. On gagne au provincial, on gagne au Canada, on tombe à la prochaine étape, on s'en va enfin représenter notre pays en Suisse avec la délégation canadienne. C'est excitant de l'interne. Mais au fur et à mesure que j'en parlais aux gens de mon entourage, tout le monde était très content pour moi, mais je me suis rendu compte que personne ne connaissait ça. Ah oui. OK, d'accord. Bon, ça va, on part. On est toute une petite équipe. On est peut-être une trentaine d'individus du Canada. On arrive là. Et quand j'arrive sur place, aux grandes surprises, c'est les Jeux olympiques, là. Je veux dire, la délégation de la France, la délégation du Japon, c'était impressionnant. Et moi, j'arrivais là avec mon petit bagage de tous mes gens que je connaissais au Canada et que personne ne savait ce que je m'en allais faire. Ils pensaient que je me payais un voyage en Suisse. Non, c'était vraiment impressionnant. J'étais intriguée. Bon, on fait la compétition, on performe comme on doit, on est revenu, puis ça, c'est extraordinaire. On est revenu avec la 3e place. Quand même, OK. Ah, exact. Dans notre division, le plus haut score du Canada, on revient avec tout notre petit bonheur au Canada. Et je reviens d'abord avec une expérience assez marquante de dire, mais pourquoi les métiers de la construction, les maçons, les plâtriers, les charpentiers menuisiers, des fleuristes, des métiers manuels, comment sont-ils autant reconnus dans des pays industrialisés qui sont, je pense, dans un niveau de compréhension similaire au Canada, avec ma petite expérience du haut de mes 19 ans. Je reviens au Canada et je ne comprends pas ce qui se passe. Puis ça, j'ai été très marquée par cette expérience-là, puis je me suis dit, c'est pas parce que l'équipe de com de notre équipe avait fait un mauvais travail, c'est que peut-être qu'il y avait un enjeu de perception des gens de l'industrie de la construction, un enjeu de société. Et pendant trop d'années, des gens, c'était soit de père en fils, choisissaient la construction un peu par obligation familiale. On prend les business, ou simplement parce qu'il n'y avait pas la capacité de parcourir tout le trajet vers l'université. Et c'est loin d'être un échec. C'est que c'est des forces différentes, complémentaires. Puis si on rajoute l'intérêt de réfléchir à la diversité, la diversité, là, c'est pas juste la couleur de peau, puis c'est pas le sexe. Là. C'est bien au-delà de ça. C'est la diversité des parcours, qu'ils soient atypiques ou professionnels typiques. Et l'industrie de la construction en a besoin. Fait que depuis 19 ans, je ne cacherai pas mon âge, j'ai 43 aujourd'hui, et ça va faire près de 25 ans que je réfléchis à dire, mais comment on peut faire pour redonner les lettres de noblesse à l'industrie de la construction et s'assurer que les jeunes qui viennent dans l'industrie le font par choix et qui se sentiront considérés dans leur choix et respectés dans notre société. Puis ça, moi, je crois vraiment que c'est ça l'avenir, la construction. C'est une belle mission, en tout cas. Tu es bien parti pour le réaliser. Je veux compléter peut-être ce segment-là sur la construction en général, puis je ne peux pas faire fi des femmes en construction. Selon la Commission de la construction du Québec, il y a un nombre record en 2023 de femmes sur des chantiers. Il y avait 7 470 femmes, soit 3,8 de la main-d'œuvre totale. C'est une belle progression, mais ce n'est pas encore assez. Je suis certaine que tu vas me dire, mais comment on fait? C'est quoi la solution pour attirer? Tu me parlais des jeunes, que ça devient un choix, mais comment on fait pour attirer des femmes dans ce métier-là qui est moins traditionnel pour les femmes? Je pense que la meilleure façon d'attirer les talents féminins dans notre industrie, c'est d'abord et avant tout d'offrir un environnement où nos hommes de la construction pourront grandir et évoluer dans un environnement qui les respecte eux-mêmes, dans leur propre diversité, d'accepter les différences de profil, d'accepter qu'on n'a pas toutes les mêmes façons de communiquer, puis surtout, je le répète, mais revenir avec une formation dédiée beaucoup plus au savoir-être. Je pense que ça, définitivement, on va s'aider. C'est là que les esprits s'ouvrent. Et ce que les femmes recherchent dans leur environnement de travail, pour en avoir sondé plusieurs, bien, c'est le respect. Mais savez-vous quoi? La différence, c'est que
les hommes ne sont pas très différents. C'est juste que parfois, ils vont moins en parler. Exactement. Et ça, à partir du moment où on offre une voix à nos hommes pour s'assurer que c'est bien spécifié que le harcèlement, c'est pas tolérable, que des façons de faire non respectueuses, c'est pas tolérable, puis qu'on sévit en tant qu'entreprise, en tant qu'industrie, puis qu'on amène, puis on fait pas juste sévir en tapant ses doigts et c'est terminé. On informe, on forme, on montre l'exemple, on fait des différents événements, puis surtout, bien, on accorde de l'importance à ces sujets-là. On en parle de façon transparente, honnête, de façon simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Quand on aura fait de la place à beaucoup plus d'ouverture dans notre industrie, les femmes vont arriver en courant parce que c'est une industrie magnifique. Génial. Je vais t'emmener maintenant sur Coffrage Synergie, ton entreprise. Je disais d'entrée de jeu que vous avez grandi de façon exponentielle en termes de nombre d'employés. Vous avez pris une place dans le marché et tout ça. Vous avez misé sur l'innovation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez vécu cette croissance-là? C'est quoi les facteurs qui vous ont aidé à vous propulser là-dedans? Je pense que le facteur déterminant a été la compréhension de l'espace que doivent avoir les communications. Je pense qu'on a un peu une fille de com, là. Non, il faut avoir un discours honnête, sincère et authentique. Et il faut s'assurer que les gens sont intelligents. S'ils comprennent pourquoi ils font les choses, c'est quoi la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise, où est-ce qu'on va de communiquer plus efficacement les plans stratégiques à des gens qu'on peut penser qu'il n'y a pas d'intérêt de savoir ça au quotidien. Mais c'est hallucinant comment notre travail prend toute son importance, que notre travail soit de charger un camion, d'être réceptionniste ou bien d'être CFO. Si on n'a pas la clarté de la ligne directrice de toute cette grande et belle entreprise-là, notre travail ne fait pas de sens. On n'est qu'un morceau et c'est là qu'on commence à tomber dans des industries parce qu'on parle de consolidation de marché. C'est super important, une consolidation, mais il ne faut pas perdre le message. Le message doit rester, puis c'est comme ça qu'on développe une culture d'entreprise forte avec des gens qui sont focusés grâce à des communications claires et c'est là qu'on s'assure que tout le monde rentre dans le même sens. Absolument. Vous avez misé beaucoup sur la technologie. Tu en parlais tantôt d'entrée de jeu. Je sais que vous mettez la technologie au cœur de ce que vous faites, mais vous avez aussi utilisé la technologie à d'autres fins au niveau de tout ce qui est environnemental, entre autres. Vous avez aussi développé une application pour les communications internes. Peux-tu me parler un peu de ce que vous faites justement en environnement ou à votre outil de communication? Je pense que vous l'avez même commercialisé, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait ça. Je fais du coffrage, mais... D'entrée de jeu, je disais qu'il était important pour moi de redonner les lettres de noblesse à l'industrie de la construction. Mais ça passe, oui, par ce qu'on fait chez nous. Ça passe par communiquer qu'est-ce qu'on a fait pour que les autres puissent prendre des petites idées, pick and choose un peu partout. Mais l'outil qu'on a développé à l'interne, 2019, pour nous, a été déterminant. On était à peu près 300-ish employés. Et là, on était dans un plateau de croissance où l'accessibilité, même si on avait compris à quel point les communications étaient importantes, j'ai plus accès à tout le monde. Je ne suis pas capable de réunir les gens le matin avant d'aller sur les chantiers. Je ne sais même plus les noms de tout le monde. Là, je vis un déchirement total dans mon type de leadership. Tu ne peux pas savoir les noms de tout le monde. Bien, il fut une époque où je les connaissais tous. Mais t'en avais 400, là, t'as 1500, c'est plus difficile. Mais c'est là que j'ai compris que si je voulais gravir l'immense mur du prochain plateau de croissance, il fallait innover. Il fallait trouver une façon de maintenir nos valeurs. Et là, j'ai commencé à regarder sur le marché ce qui était disponible pour réussir à faire. Puis j'ai rien trouvé. Puis la vérité, c'est que j'ai essayé d'envoyer des courriels, de créer des congrès annuels, d'essayer d'envoyer des groupes messages, des Facebook privés. On a tout essayé ça, le petit message dans l'enveloppe de la paye, mais là, on avait perdu l'enveloppe parce qu'on envoyait ça de façon électronique. On finit par avoir une complexité de communication. Mais 2019, où est-ce qu'on est? Quand on teste, 89 % de nos employés possèdent un téléphone intelligent. Bien, c'est là qu'on va s'en aller. C'est devenu la nouvelle technologie qui vient vers nous. Qu'allons-nous en faire? Fait que là, c'est là qu'on a développé notre application de communication, l'app Synergie, dans laquelle on a un fil d'actualité, on a notre programme de formation en ligne, les informations des employés, tous les manuels. C'est vraiment un hub de communication qui centralise ce que l'employé a besoin pour créer un lien, un sentiment d'appartenance avec l'employeur. Fait qu'au-delà de même les cartes de compétences s'y retrouvent. On est allé chercher toutes les petites perles au travers de l'entreprise parce que c'est pas tout de créer un environnement favorable au chantier, c'est qu'est-ce qui, au niveau administration, gestion d'entreprise aussi, peut devenir des irritants quotidiens. Donc, on est allé là. On est allé voir toutes les équipes RH, tout ce qui pouvait leur prendre du temps pour qu'ils puissent enfin devenir plus
plus productifs. Je fais un parallèle avec ce que tu me disais vrai. plus tôt. L'industrie de la construction, c'est pas juste le nombre de coups de marteau à l'heure qu'il faut qu'il s'améliore. C'est pas ça du tout. C'est l'ensemble de la gestion qui doit aussi s'améliorer. J'imagine que ça peut être lourd, ça aussi. C'est lourd, exactement. Et les obligations légales, je fais aussi un pont avec ta question au niveau environnemental. Alors, comment on a fait pour partager les bonnes pratiques d'entreprise, s'assurer qu'on avait allé chercher l'engagement des gens au niveau des pratiques environnementales? La technologie nous a permis de le faire. Et 2021-22, je veux dire, on a réfléchi à dire comment allait bien vieillir cette application-là. Puis surtout, on s'est dit comment on fait pour redonner à notre industrie. Fait qu'on a choisi de la commercialiser pour beaucoup moins d'argent, parce qu'on avait à l'époque quand même les moyens de nos ambitions de créer une application comme celle-là pour nous servir. Mais c'est surtout pas une business de 8 employés, ni même de 50, ni même de 100 qui peut se payer ça. Puis même à 1000 employés, tu as d'autres enjeux d'innovation. Donc, on est venu rentrer cette option-là dans l'industrie de la construction. Et la réponse, jusqu'à présent, elle est excellente. Ouais. Les employés y adhèrent. Oui, les employés si tu communiques un message, les gens le lisent. On était 2019, on a fait notre lancement en mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? On a tout un petit souvenir, on essaie d'éviter le mot. Mais on avait un besoin de communication criant. On l'a vu, la façon que les médias ont géré la crise, c'était quoi? C'était de tenter, même si on n'avait pas toujours les réponses que les gens avaient besoin, on tentait la communication, même si les messages n'étaient pas nécessairement toujours profonds ou bourrés d'informations pertinentes, mais on essayait de se rapprocher. C'est ce qu'on essayait de faire. Fait que via des vidéos de la présidente dans l'app, même si parfois je n'avais pas beaucoup de nouvelles à dire, on était avec chacun de nos employés chez eux et on était en mesure de leur donner les bonnes informations pour assurer les gens. Quand même. Puis ça était bon. Ben oui, ça a perduré, même encore aujourd'hui, la post-pandémie. C'est des systèmes qui fonctionnent bien. Vous êtes chanceux. Nous autres, on cherche encore des fois, l'équipe de communication, toutes les bonnes facettes à utiliser. C'est pas toujours évident de bien communiquer avec nos gens. Ça va me faire plaisir qu'on s'en reparle. Exactement. Tu vois, on vient de trouver une opportunité ensemble. Je t'entends depuis tantôt, puis au niveau ressources humaines, je vois que vous semblez être un excellent modèle d'employeur. Tu parlais d'emblée de diversité. Les concepts de diversité et d'inclusion, on entend de plus en plus parler. Comment vous adressez ça au sein de Coffrage Synergie? Bien, la diversité et l'inclusion, ça passe par... Moi, je vais utiliser le mot confiance d'abord et avant tout. Mon embauche a été fort intéressante. Mon entrevue, j'adore les anecdotes, là. Mon embauche a été celle-ci. Ça a été... Isabelle, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer lundi? OK, quand même, c'est correct. Très court. À 7 heures, le début de l'entrevue, 7h02, j'avais une job. Ça s'est passé littéralement comme ça. Puis, c'est pas une confiance aveugle. On se connaissait un peu de l'avant, mais j'ai trouvé que de grandir dans un environnement où d'abord et avant tout, les dirigeants avaient l'humilité d'avouer qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils ne cherchaient pas à tenter de prouver qu'ils étaient très bons et pouvaient tout faire par eux-mêmes. Et là, je remonte il y a 20 ans. Aujourd'hui, on s'entend, là, les entrevues sont légèrement différentes et on se passe tous les deux en entrevue. Bon, ça, c'est un autre meeting, ça. Mais chose certaine, c'est qu'il y a 20 ans, dans un contexte où on n'était pas de plein emploi, c'est vrai. De pouvoir évoluer dans un environnement de confiance avec, comme je disais, l'humilité d'avouer qu'on avait besoin d'aide pour la croissance de l'entreprise, ça fait en sorte que j'ai pu me déployer très rapidement. Puis, au travers de ça, il n'a jamais été perçu que j'étais une fille. D'après moi, il n'y a même pas personne qui s'en était rendu compte. C'était juste dans une optique de complémentarité. On veut des gens qui sont là pour nous entourer. On veut des gens qui peuvent nous appuyer. On regardait le cœur. On ne regardait même pas les CV. On regardait la capacité à s'engager pleinement, la capacité à être présent pour l'entreprise, puis comment la personne va faire pour amener toute sa passion et donc sa bonne volonté et donc sa plus-value. Est-ce que ça fait en sorte que quand on fait trop confiance aux gens, est-ce qu'ils ne feront pas d'erreur pour autant? Ils vont faire quand même. C'est sûr. Mais par contre, quand quelqu'un travaille de bonne foi et avec passion, on est beaucoup plus tolérant à l'erreur. On est là pour s'aider, s'appuyer. C'est vrai. Et ça crée un environnement complètement différent. Fait que je reviens 20 ans qu'on a développé l'entreprise à réfléchir, puis même 25 ans. Là, depuis 25 ans, la création de l'entreprise, on fête notre 25e anniversaire cette année. Fait que c'est sous ce signe de confiance qu'on embauche les gens. Que ce soit un homme, un parcours atypique, quelqu'un qui est un nouvel arrivant qui arrive chez nous, même les travailleurs étrangers temporaires qui ne parlent même pas notre langue, qui se joignent à nous, peu importe l'âge, le bagage, on n'y fait pas de différence parce qu'on fait confiance aux gens qui sont passionnés et qui arrivent avec leur bonne volonté. C'est drôle à dire, là, mais ça n'a pas été une discussion très
on n'a pas eu besoin, au travers des années, OK. d'affronter le mur de l'enjeu de la diversité parce que les gens se sentent accueillis pour l'humain qu'ils sont. Puis, dans le concept de diversité, équité, inclusion en général, souvent, il y a un rôle des alliés. On parle des alliés de plus en plus. C'est un mot qui devient de plus en plus à la mode. Mais souvent, les alliés vont faire en sorte que, justement, ça va permettre des climats différents. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as eu... Tu me parlais de ton entrevue qui était quand même, somme toute, atypique, puis ton entrée dans l'entreprise de façon atypique. Mais est-ce que tu as eu des alliés comme ça qui t'ont aidé à gravir différents échelons ou à voir les choses autrement? Oui, tout à fait, mais en différentes phases OK. de ma carrière, selon où est-ce qu'on était rendu. Je pense que mes grands alliés qui m'ont beaucoup aidé dans les dernières années, ça a été mon conseil d'administration, OK. qui m'ont amené à voir de façon très différente l'industrie de la construction. Puis on a choisi de se doter chez Synergie d'un conseil d'administration, même si on est une entreprise 100% privée, que c'est plutôt atypique de même parler d'un conseil d'administration dans nos types d'activités. 3 externes, 2 internes. Je ne suis pas présidente de mon CA. J'ai voulu m'assurer que j'avais des gens compétents avec un parcours différent du mien qui étaient là pour m'aider à penser différemment, autrement, dans un cadre où ils engagent une responsabilité. Ouais. Parce qu'avoir un conseil comme ça lors d'un lunch, avoir des coachs, des mentors, ça reste que il faut amener ça à un autre niveau. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, puis il faut s'obliger, surtout quand ça ne nous tente pas. Puis la vérité, je ne serai pas au ciel là, la veille d'un CA parce que c'est stressant, j'ai intérêt à être prête, puis il faut m'assurer qu'on évolue. Puis ce que j'ai dit que je ferais 3 mois avant, il y a des gens qui vont me challenger là-dessus. Mais en tant que présidente, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'élever à un autre niveau si on veut s'assurer que l'innovation, puis que je vais être honnête, je suis très exigeante envers mes employés. J'imagine. Mais on crée un environnement qui favorise la discipline et la reconnaissance. Et les gens, ils ont envie de venir travailler avec nous et de se dépasser, se surpasser. Fait qu'à la question, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont amené à un autre niveau? Je dirais que dans les dernières années, c'est mon conseil d'administration qui m'a le plus appuyé. Puis j'aimerais, je ne sais même pas s'il écoute, mais j'aimerais souligner le travail remarquable de mon président de conseil d'administration, Normand Turnbull, qui m'a dit « Isabelle, ça fait 10 belles années que je suis là avec toi. On va réfléchir à la prochaine étape de vie puis passer le flambeau. » Mais je te remercie, Normand, si tu en ligne. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, même beau, ça. Il a l'air fort sympathique, Normand. Extraordinaire. Je te présente quand tu veux. Avec plaisir. Un homme extraordinaire. Je t'emmène maintenant sur notre 3e thème, si tu peux bien, qui est le leadership. J'aimerais vraiment entendre ta vision là-dessus. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent vont en sortir grandis, puis ont besoin aussi d'entendre ces choses-là. Je vais te poser la plus stupide des questions à la base, mais avoir du leadership, ça veut dire quoi pour toi et comment tu l'exerces au quotidien? C'est vaste, hein? Oui, c'est vaste, mais je vais répondre comme ça. Avoir du leadership, c'est, je crois que c'est avoir le courage d'admettre qu'on ne peut pas tout faire. Premièrement, parce que je vois trop de leaders qui sont perçus comme étant un peu trop superwoman, superman, puis c'est la mauvaise perception des choses. Je pense qu'avoir du leadership, c'est avoir le courage de prendre des décisions, d'avouer qu'on ne peut pas tout faire, comme je disais. Pouvoir tourner la page sur certaines idées, puis pouvoir le présenter de façon très honnête et transparente à son équipe. Fait que oui, l'authenticité, moi, je pense, fait partie d'un très bon leadership. Et quand on essaie d'être trop une image trop forte, un leader trop dominant, je suis convaincue que ça l'écrase les individus autour de nous. Et il finit par avoir un effet inverse, pervers, à être trop fort et inébranlable en tant que leader. Fait qu'il faut trouver son équilibre là-dedans, j'en suis convaincue. Et en plus, on voit beaucoup trop de leaders qui finissent par s'épuiser. Absolument. À travailler ainsi. Ça, je comprends pas, je suis en burn-out. Mais moi, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Fait que si on veut assurer la longévité de son leadership, c'est important, ça. C'est important, cette transparence-là avec les gens qui sont autour de nous. Puis il faut pas, on ne va pas en parler. On est humain. C'est un leadership humain et la complémentarité des rôles des gens qui nous entourent, c'est eux qui sont là pour nous supporter quand on plie un peu du genou. C'est là qu'on peut s'entraider et c'est comme ça qu'on devient vraiment une meilleure version de soi-même. Absolument. Tu sais, je disais d'emblée de jeu, puis là, tu me disais, on n'est pas des superwomen, tout ça, mais tu sais, quand je vois ton parcours, je vois ton énergie, je vois ton dynamisme, tu sais, tu as quand même une famille, tu as quand même une grosse carrière, tu trouves le temps de faire de la plongée sous-marine avec un harpon. Ça, là, ça me fascine vraiment profondément. Mais c'est quoi ton secret? Parce que tu parles d'équilibre. Comment tu le trouves, toi, ton équilibre dans la vie?
Bien, l'équilibre, c'est les choix. À partir du moment, il faut prendre une introspection pour s'assurer de décider où est-ce qu'on va. Tu sais, je veux dire, il faut choisir puis accepter qu'il y a des saisons de vie dans lesquelles on ne pourra pas tout insérer en ce moment-là et c'est correct. À partir du moment où on communique aux gens autour de nous les choix qu'on a pris, les décisions qu'on a prises, bien là, tout à coup, ça devient un peu plus simple. Exemple banal. Je veux dire, nous, on a choisi, mon mari et moi, on ne se met pas de pression sur les anniversaires. OK. C'est assez. C'est assez essayer de faire une fête plus grosse, d'une plus grosse, puis plus belle de la précédente. On s'est rendu compte que ça nous créait une pression qui était trop. Fait que c'est une petite décision, là. Mais en même temps, ça a clarifié les attentes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mon chum n'a pas été obligé de me créer un 40e anniversaire au-delà de mes attentes parce que ça y créerait trop de stress. Ça a été clarifié. Et ça fait une grosse différence. Puis ça, il faut le faire dans tous les domaines de notre vie. De choisir, par exemple, bon, oui, je suis pilote d'avion, mais j'ai choisi au moment où on a eu des enfants, j'ai dit, tu sais, j'ai volé jusqu'à temps que je tombe peut-être à 5 mois de grossesse de mon deuxième. Okay. J'en avais déjà un dans les bras. Je me suis dit, non, ça devient trop. Et j'ai pris la décision d'arrêter, puis je me suis dit, je vais recommencer au moment où mon plus vieux aura tel âge. J'ai statué au lieu de tomber dans l'agonie, puis le stress, l'anxiété d'avoir perdu une partie de ma vie. Je ne l'ai pas perdue. J'ai choisi que ma saison était terminée et elle reprendra au moment où j'en prendrai le contrôle. Ça revient, c'est pas très différent d'un plan stratégique d'entreprise. C'est la même affaire. On prend le temps, on comprend le concept de le faire de façon stratégique dans nos business. On organise des gros meetings, des lacs à l'épaule. On veut savoir ce que toutes les parties prenantes pensent, puis on le fait quand à la maison? C'est vrai. On le fait pas. On le fait pas, puis ça devient quelque chose qui... Puis c'est pas si long que ça. Puis après ça, quand on commence à prendre la décision ça devient des automatismes. Puis c'est plus facile de vivre dans l'équilibre à ce moment-là, parce que qu'est-ce que l'équilibre? C'est celui qu'on s'impose. Exactement. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais moi, tu sais, j'ai un fils, moi aussi, de 19 ans maintenant, donc c'est loin derrière moi. Mais j'avais tout le temps ce sentiment de culpabilité-là qui m'habitait. Tu sais, je voyageais beaucoup quand mon fils était plus jeune. Quand j'étais à la maison, je me sentais coupable de ne pas être au bureau. Quand j'étais au bureau, je me sentais coupable de ne pas être à la maison. Est-ce que tu as vécu ça, toi aussi, ce sentiment-là? Ah oui, on vient à un moment où on devient déchiré. Mais c'est quand on commence à vivre des questionnements comme ceux-là que c'est le temps de se faire un bon lac à l'épaule à soi-même. Absolument. Et probablement avec nos proches, tu sais, de dire où est-ce qu'on trouve... Parce que si on le clarifie, puis les enfants sont intelligents. Là. Ah oui, ils les ressentent, hein? Ils ressentent totalement. Un, ils sont manipulateurs, on ne se le cachera pas. Et deux, ils sont très intelligents, ils sont capables de capter ce sentiment-là et jouer avec. Puis moi, j'ai compris, puis je ne sais pas pour toi, moi, j'ai compris très rapidement que mon fils aimait mieux me voir heureuse que de me voir en train de culpabiliser. Bravo! Donc voilà, fait que je pense que c'est un message pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est un merveilleux conseil. C'est vraiment un bon conseil parce que j'en rencontre souvent là, des jeunes femmes en affaires ou qui réfléchissent à reprendre une entreprise familiale ou à faire un management buyout. Ils sont dans ces questions-là. Ils sont de l'expérience, mais si les enfants sont jeunes ou ils sont à l'aube d'en avoir des enfants, puis mais comment tu fais pour allier tout ça? Puis ça inclut les enfants. C'est ça à un très jeune âge, mais rapidement, les enfants, ils comprennent. Quand on a un discours honnête, franc avec eux, que ce soit avec nos employés, notre conjoint, nos enfants, nos familles, quand on clarifie les attentes, puis qu'est-ce qu'on est capable d'offrir pour rester dans cette zone de confort mutuel-là, c'est plus facile. J'avoue que c'est plus facile. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes femmes qui aspirent justement à des postes de leadership dans des domaines un peu moins traditionnels, disons, qui sont plus à connotation masculine? Qu'est-ce qu'elles doivent faire ou surtout qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Une autre anecdote. Moi, jadis, j'ai tenté de ce que j'ai appelé... j'ai tenté de me boysiser dans l'industrie de la construction, tu sais. L'habillement, le langage, les habitudes, les façons de réagir. Tu veux faire partie du clan, tu veux faire partie du groupe. Donc, finalement, on finit par se faire teinter par cette loi de l'environnement-là. Mais est-ce que c'est être authentique, ça? Est-ce que c'est se respecter soi-même dans ses propres choix et dans qui on est? Est-ce que c'est ça, la diversité? Et quand on réalise qu'on commet soi-même l'erreur de ne pas accepter la diversité au travers d'un groupe,
Et je pense que c'est là les premières barrières qu'on s'impose. Alors, il faut réfléchir à ça. Moi, je crois que l'authenticité, qui on est, bon, bien sûr, je ne porterais pas ça sur un chantier. J'y étais ce matin, je me suis habillée en conséquence. Mais il faut réfléchir à ça. Comment faire pour arriver avec toute sa personne, avec la plus-value qu'on peut apporter, avec le respect de la complémentarité des individus qui sont autour de la table. C'est ça, quand on comprend ça, on peut traverser des échelons, que ce soit, je parle d'authenticité, mais tu sais, d'avouer ses faiblesses aussi à son équipe, quoi. Que ce soit une femme dans une industrie de construction, que ce soit une jeune cadre qui grandit au travers son cheminement professionnel, ou même qu'il faut avoir une discussion difficile avec son père parce qu'il nous perçoit encore comme la petite fille de 17 ans quand elle est rendue à 34. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'étapes de vie. Non? Ah non, ça ne m'est pas arrivé, ça. Mais j'en ai vécu, par exemple. Okay. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me parler puis qui me parlent de reprenariat puis qui disent « Isabelle, je ne suis pas capable de faire comprendre à mon père que j'ai plus de 17 ans, là. » Tu sais, puis il y a des femmes, là. Ah oui, c'est ça. Puis là, tu fais « Ah, wow! » Mais c'est vrai, tu sais. Ne serait-ce que moi-même, la façon que je perçois mes enfants, des fois, je suis comme « Oh, il était si cute quand c'est petit. » Puis tu sais, ça grandit vite, puis on dirait qu'on voudrait rester là, même si on tombe en entreprise, on peut voir ça aussi. Mais est-ce que c'est très différent, même avec nos poulains quand on est en entreprise, nos jeunes qu'on coach depuis des années? Des fois, il faut prendre un pas de recul et réaliser qu'ils ont grandi. Absolument. Ils ont pris la maturité. Et c'est à nous maintenant de leur laisser, d'avoir la sagesse, de leur laisser plus d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer et que le balancier, puis ça, c'est pas aux plus jeunes que je parle aux plus vieux qui ne laissent pas de la place aux jeunes. Il faut parler du balancier entre la responsabilité d'avoir toutes les tâches sur les épaules et plutôt de devenir le coach qui regarde les jeunes continuer à pousser et on veut les voir pousser plus grands, plus forts et plus beaux que nous parce qu'ils doivent absolument devenir meilleurs que nous. Ouais. Ils ont l'incroyable responsabilité de le faire, mais par contre, c'est à nous à les accompagner pour qu'ils y arrivent. Et c'est pas quand on s'éteint à l'âge de 68 ans à notre retraite que là, finalement, on disparaît complètement tanné, qu'il faut commencer à renverser la vapeur. Il faut le faire absolument de façon réfléchie à la saison opportune, la communiquer, cette décision-là, et de pouvoir offrir de l'esprit de confiance au travers de ça pour que ces jeunes-là grandissent. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes. Absolument. Puis, une chose qu'on avait échangé quand on a commencé à parler de cet état-tête-là, tu me disais que tu avais donné l'obligation aux gens chez toi à bâtir un plan de relève. Chaque personne... Donc, peux-tu m'en parler? Ah oui, ça, c'est extraordinaire, ce mécanisme-là. On a réalisé que la meilleure personne pour former sa propre relève, c'est qui? C'est soi-même. Et des fois, les gens ils ont tellement l'aspiration, les yeux tournés vers le prochain échelon, les prochaines responsabilités, le prochain titre parfois, ou même échelle salariale. Les gens ont le focus là-dessus. Mais ils ne réalisent pas l'immense responsabilité qu'ils ont de combler le siège derrière eux qui se libère. Absolument. Et ça, une fois qu'on fait juste le clarifier et que ce n'est pas la responsabilité de ton supérieur immédiat, ni la responsabilité du département des ressources humaines, mais ta propre responsabilité de réfléchir à qui autour de toi est capable de prendre. Il n'y a personne mieux placé que toi pour comprendre ce que tu fais au quotidien et de détecter les mécanismes possibles pour réussir à former la relève. Est-ce qu'on va en embauche externe? Peut-être. Mais encore là, la responsabilité revient à l'individu de dire « Moi, je veux viser plus loin. OK, fine, c'est défini. Mais comment qu'on fait maintenant pour faire grandir les gens? » Et ça, ce transfert de responsabilité-là, je reviens encore à mon balancier entre les jeunes pousses et les coachs, les mentors, mais ce transfert de responsabilité-là amène énormément à la capacité à un bon leader, aussi jeune soit-il, même s'il a besoin de continuer à être coaché, à pouvoir évoluer rapidement. Non pas par ancienneté, non pas par numéro d'employé, je suis rentrée un numéro avant l'autre, mais bien par capacité à s'élever lui-même dans ses propres responsabilités. Moi, à 40 ans, je me suis payé quelque chose. Je me suis payé l'écriture formelle de mon plan de relève. Et j'ai dit, 1 an plus tard, on va commencer à le mettre en place. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'on continue à élever les gens, même si j'étais PDG de ma société, actionnaire majoritaire. Je dis non, c'est pas à 60 ans quand je vais commencer à être essoufflée, commencer à avoir autre chose. Il faut que j'enclenche mon plan de relève pour pouvoir m'élever au prochain challenge. Parce que le magnifique tournant positif de tout ça, c'est qu'on a généré une machine incroyable à générer du talent,
Et là, aujourd'hui, on a la responsabilité de leur offrir des nouveaux challenges et ça en est suivi quoi? Exactement. La croissance de l'entreprise. Absolument. Mais est-ce que ça ne vient pas également, tu sais, c'est très mobilisant de savoir que tu fais partie d'une relève, mais est-ce que ça ne vient pas aussi démobilisant à certains égards de savoir, ah, c'est pas moi la relève ou ça va-tu être vraiment moi la relève rendue au moment opportun? Est-ce que tu sens des fois que ça, faut que tu nuances un peu ce que tu fais, mais j'imagine que c'est différent dans une entreprise qui est en pleine croissance puis que tu peux créer des opportunités, mais tu vois pas une espèce d'angle mort dans cette approche-là des fois? Mais tu as raison, ça revient à dire qu'on on a développé l'obligation de créer des nouveaux challenges à ces individus-là. Mais ça peut se traduire en plusieurs choses. Oui, ça peut se traduire à de la croissance, que ce soit de façon géographique dans le secteur d'activité, que ce soit dans une verticale, que ce soit dans une acquisition, mais ça peut se traduire aussi par quoi? Par l'innovation et l'amélioration continue. Parce que ça laisse l'espace aux gens à être créatifs dans leur rôle. Et oui, c'est pas l'aspiration des gens de vouloir juste s'élever à haut niveau, parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent qu'être PDG, c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Mais il y a un revers de la médaille à ça. Puis quand on parle, je répète encore, de façon authentique et transparente, qu'on parle des bons et des mauvais côtés des choses, j'ai des gens, des surintendants généraux qui on a pris le temps de les questionner, on a pris le temps de développer un parcours avec eux pour voir à leurs aspirations. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a le désir de devenir PDG. Il y en a qui disent « Oh, ta job, je te laisse 6 ans. Je la veux pas parce qu'on le communique et on les valorise dans leur métier aussi. On leur laisse énormément d'espace, que ce soit un employé de terrain, que ce soit les gestionnaires d'administration. Fait qu'en s'élevant dans leur rôle, en tombant senior dans leur rôle et surtout en leur offrant quoi? La possibilité de coacher la relève. Coacher la relève, c'est tellement valorisant. Oui, c'est sûr. Quand on a compris l'incroyable puissance de passer ses connaissances à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, de ne pas mourir avec ce que tu sais. C'est ça qui est c'est un gros changement de mindset, tu sais, que l'industrie dans son ensemble doit avoir. Si on veut engranger les connaissances, il faut les passer, que ce soit dans des outils technologiques, mais que ce soit à son prochain, mais pas à l'aube de la retraite, bien avant, pour qu'on puisse tomber à un autre niveau de supervision et de créativité dans l'industrie de la construction qui va amener plus de collaboration, plus d'innovation, plus de performance. Est-ce que tu te sens seule dans cette industrie-là à penser comme ça ou de plus en plus, ça commence à germer tout ce que tu sèmes, puis ce style de leadership-là où c'est encore très traditionnel? Est-ce que tu sens comme un vent? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Hein? Beaucoup changé. C'est hallucinant. Il y a des gens de la relève qui viennent me parler, mais il y a des grands leaders de l'industrie que moi, il y a 10 ans, je regardais, wow, c'est extraordinaire tout ce qu'ils ont accompli. Et on a des discussions tellement franches et honnêtes aujourd'hui de dire comment on fait pour inculquer une culture d'entreprise plus forte, encourager les jeunes à accueillir l'industrie de la construction. Puis là, c'est exceptionnel aussi. J'ai des belles oreilles attentives aussi au point de vue associatif, au point de vue ministériel, au point de vue... Les gens veulent avoir une opinion différente parce que c'est ça l'innovation. Et oui, on est là. On est là, je suis honnête, là, moi, je sens vraiment un vent de changement dans l'industrie. Est-ce qu'il reste du travail? Oui, certainement qu'il en reste. Puis, mais c'est pas grave, on va être là pour l'accomplir. Puis, vraiment, là, c'est favorable, l'industrie de la construction pour les prochaines années. Je suis très encouragée. L'autre jour, quand on se parlait aussi, tu me parlais que tu sortais d'un congrès avec tous tes employés. Tu étais vraiment contente de ça. Puis tu t'as dit, hey, j'ai même un employé qui a dit, hey, tu as fait ce congrès-là juste pour moi parce qu'il s'était senti interpellé. Comment ça se transpose, tu sais, tout ce vent de positif-là, d'innovation, tout ça, surtout puis le fait que vous faites de la place aussi aux femmes au sein de vos équipes, comment ça se transpose dans le quotidien des employés chez Coffrage Énergie? Est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui aspirent davantage à venir? Est-ce que vous voyez une proportion plus grande de femmes qui sont chez Coffrage Énergie comparativement ailleurs? Qu'est-ce que tu vois? Oui, on a beaucoup plus de femmes dans l'industrie de la construction. Il y a 2 volets à ta question. Je pense que on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Dans les dernières 20 ans, si je parle juste de chez nous, là, dans le mindset, la définition puis la clarté du message. Parce qu'avant, on vivait des choses, mais on n'arrivait pas à les nommer. Okay. Là, aujourd'hui, on les a identifiés, on les a nommés, on les communique et on forme les gens en conséquence. Donc, l'onboarding des nouveaux employés dans une culture plus clairement défini, il est plus rapide aussi. Et ça parle. Ça parle beaucoup à nos jeunes. Ils adorent ça. Fait que les femmes, chez nous, quand on présente, que ce soit les départements d'estimation, là, j'ai un peu mon organigramme en tête, estimation, département d'opération, on est rendu avec plus de femmes que d'hommes.
Pour vrai? OK. Dans des métiers complètement non traditionnels, des directrices construction, l'estimation des postes très importants pour nous. Puis c'est extraordinaire de voir ça. Puis il reste de la place encore, mais il y a des opportunités. J'ai des surintendantes maintenant en chantier, grutière, des métiers complètement non traditionnels, les charpentières menuisières, des manœuvres, partout. Partout, ça pousse, sans parler de tous nos assistants, nos cordeaux de chantier. Énormément de femmes qui, à tous les jours, vont sur les chantiers, bottes, casques, dossards, lunettes. Et ça des métiers pas faciles en plus. Là. Des métiers pas faciles, des métiers exigeants et qui côtoient nos travailleurs de la construction, puis ils sont là tous les jours. Puis ça, c'est sans parler de toutes mes équipes d'usine aussi, parce qu'on fait énormément d'innovation en usine. On rapatrie beaucoup de travaux au milieu en préfabrication pour avoir des chantiers qui sont bien sûr plus sécuritaires, mais plus efficaces aussi. Fait qu'on arrive avec moins de pièces détachées, pensons à ça, moins de pièces détachées, mais des morceaux préassemblés dans les usines qu'on amène sur les chantiers de construction pour allier efficacité, réduction des déchets. On parlait rapidement tantôt d'environnement, réduction des déchets. On est rendu à 98 de réutilisation de tout ce qu'on utilise. On vient d'aller chercher notre certification ISO 14001 qui démontre tout notre parcours environnemental qui est extraordinaire. Les efforts qui sont mis chez Synergie, c'est intrinsèque. Donc, la préfabrication, amélioration de la productivité, très certainement, mais ça amène beaucoup plus de place à des femmes aussi dans un environnement plus contrôlé. C'est pas loin, c'est des beaux métiers en usine qui peuvent être repris et ça fait partie de la belle et grande chaîne de l'industrie de la construction. Absolument. Tu es quand même jeune, tu as quand même une bonne carrière derrière toi, tu en as encore beaucoup à venir. Si tu regardes en arrière dans les dernières années, c'est quoi ton plus bel accomplissement? De quoi tu es le plus fier? Ma plus grande fierté est définitivement d'avoir réussi à engager mes équipes face à cette incroyable passion que j'ai pour l'industrie et le leadership humain. Je le résumerais comme ça. Puis comment ça s'est vraiment traduit? Le leadership humain, il va passer au travers tellement de choses et les gens se sentent sur leur X. On le dit comme ça chez nous. Absolument. C'est pas ton parcours, c'est pas ton projet. J'ai des gens qui ont changé de département 2 fois au cours des 20 dernières années parce qu'il venait un moment de leur saison de vie professionnelle. Commençaient à trouver que le travail pouvait devenir redondant, qu'ils avaient un petit peu fait le tour de la question. Puis, c'est parfois l'amélioration continue, quand on est trop longtemps dans un même rôle, ça devient difficile. Fait que ça aussi, il ne faut pas le voir comme un échec quand on a des gens qui sont excellents dans leur travail, aspirent à autre chose. Les entreprises, quand elles sont plus grandes, si la culture d'entreprise est forte, il est clair qu'on va être capable de trouver un autre endroit dans l'entreprise qui va répondre aux attentes des personnes. Ça fait quoi? Ça fait des taux de roulement beaucoup plus bas. C'est des gens qui restent. Donc, on se questionne comment on fait pour repositionner cette personne-là dans un autre rôle de l'entreprise. On fait ça très souvent chez Synergie, très souvent. Et ça fait des opportunités de carrière beaucoup plus longues. Et ça, je suis fière de ça. Puis ça, c'est devenu un réflexe naturel chez Synergie. Les employés le voient. Dire, mais moi, je pourrais peut-être aller faire ça, je pourrais peut-être faire ça, peut-être que je pourrais amener une nouvelle opportunité. Est-ce que c'est toujours un chantier en rôle complet? Pas tout le temps. Mais c'est souvent une deuxième casquette, par exemple. C'est un projet complémentaire qui te porte à cœur dans l'entreprise et qu'au-delà de ton quotidien, que c'est drôle, là, tout le monde réussit à le faire un peu plus vite quand il y a un projet qui est porteur, qui les intéresse dans leur semaine. Ils finissent par trouver le temps pour réussir à aller s'imbriquer dans un autre projet, que ce soit un projet d'engagement social, que ce soit un projet d'amélioration de l'entreprise ou d'aller aider un autre département à mettre quelque chose sur place, ou combien de personnes dans l'entreprise participent à nos projets événementiels, par exemple, avec l'escouade Synergie, puis ils viennent s'ajouter à l'équipe l'instant d'un événement, comme un congrès, par exemple. C'est génial, ça. Et puis, si tu te projettes en avant maintenant, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Oh, tellement. Il reste beaucoup à accomplir, mais il faut choisir. Il faut choisir. Non, je crois que c'est beaucoup dans la vision de... Je veux appuyer les repreneurs. J'ai ça à cœur, là, dans la prochaine saison. Il faut consolider le marché, encourager les gens, parler des opportunités d'affaires, il ne faut pas se décourager. C'est pour ça que je porte mon message. Moi, je pense que ce qui me reste à accomplir, c'est continuer à passer ce message-là, de dire que c'est faisable. Je suis une repreneur. J'ai repris l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Puis comme j'écrivais récemment sur LinkedIn, il vaut mieux reprendre une machine qui est déjà productive et l'ajuster, l'améliorer. Partir de zéro, c'est difficile, c'est exigeant. Et j'ai l'impression que les gouvernements ne vont pas nécessairement faciliter la création de nouvelles entreprises. On est un peuple d'entrepreneurs, il faut que ça reste.
Il y a des opportunités différentes. Ouais. Pourquoi toujours repartir de zéro? C'est vrai. Il faut être fier de ce qu'on engrange. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur vos plaques de voiture, c'est écrit « Je me souviens ». Bien, souvenez-vous de ce qui a été fait avant. C'est vrai, tu as bien raison, tu as bien raison. Isabelle, je te remercie. On va passer peut-être maintenant aux questions du public. Et Oui, je vais avec juste plaisir. m'assurer qu'il y en a bien. Ah oui, il y en a plusieurs quand même. Comment sécuriser les employés à qui on demande de faire le transfert des connaissances aux plus jeunes? Certains le prennent négativement pour eux, pour leur emploi ou pour leur poste. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est le premier réflexe, de dire si quelqu'un d'autre sait ce que je sais, je ne suis plus essentielle à mon travail. Ça, il faut absolument démystifier ça. Mais ça se fait dans quoi? Dans la confiance et dans la communication des valeurs. Chez Synergie, la façon qu'on l'a communiqué, c'est que notre objectif principal d'entreprise est de créer des emplois de qualité à temps plein à l'ensemble de nos travailleurs. Qu'à partir du moment où tu n'as plus peur pour ta job, c'est ça qu'on a dit. On dit non, notre objectif, c'est de maintenir les emplois. OK, parfait. Fait que là, si je passe mes connaissances, on va trouver d'autres choses. C'est ça. Une communication claire de dire on va trouver ton X, ta nouvelle saison de vie, ta nouvelle valeur ajoutée. Comment faire pour amener ça? Et donc, ça passe par la clarté du message. L'environnement de confiance est essentiel. L'écoute active. Et ça, s'assurer que nos équipes de RH, que les équipes de supervision immédiate, ils aient les outils pour écouter ces signes-là des gens qui deviennent anxieux face à cette passation d'informations essentielles. Mais ça, ça se coach, ça s'encadre, ça se montre. Je reviens à l'importance des soft skills. Ça prend peut-être aussi un peu de temps pour l'inculquer dans ta culture d'entreprise, justement, comme tu disais, mais c'est vraiment beaucoup de confiance. Oui, c'est beaucoup la confiance. Puis tu sais, qu'on se le dise, là, présentement et pendant de nombreuses années à venir, ce qu'on voit, c'est un marché de plein emploi. Donc, immanquablement, chers amis, voyez-vous un peu plus essentiel qu'on l'était il y a 20 ans, 20, 30, 40 ans. Et que ça devrait déjà créer un climat de confiance. Ça devrait favoriser ça. Il ne faut pas que ça crée un climat abusif non plus de confiance. Il faut faire attention de ne pas passer la limite pour que ça soit une belle situation win-win pour toutes les parties. Absolument. Si on prend une deuxième question, j'ai votre âge, j'ai 2 enfants, dont un avec des défis de développement. Je crois que je ne suis pas rendue au plafond de ma carrière, mais je ne réussis pas à me faire une idée de comment faire pour continuer à évoluer ou monter les échelons. Quelle stratégie dois-je adopter? Bien, moi, je suis convaincue, c'est une très bonne question. Puis, tu sais, les défis personnels, on va toujours en vivre. J'ai l'air de quelqu'un qui n'a jamais rien vécu de personnel, puis que tout est beau, puis que tout est tout le temps bien aligné, mais c'est pas vrai. On en a tous vécu des situations plus particulières. Ceci dit, je pense qu'il faut prendre le temps. Je vais revenir au fameux lac à l'épaule avec soi-même, là, et de prendre conscience que des fois, il y a des choses que c'est des saisons de vie. Et les enfants, ça grandit à une vitesse hallucinante. Ô combien cliché ce que je viens de dire, mais tellement vrai. Tellement vrai. Et ça ne devrait pas être un frein à la croissance d'une carrière. Puis attention, croissance de carrière ne veut pas dire obligatoirement croissance de titre, d'échelon et de grandir. Croissance dans son propre rôle, devenir bien mature dans ce qu'on accomplit, en parfait contrôle, prêt à avoir les prochaines opportunités. Ça, c'est un peu un plateau de croissance. C'est comme une entreprise, là. Il y a des plateaux de croissance pour ceux qui sont plus dans l'entrepreneuriat. Et dans ton plateau, tu ne fais pas rien, là. Non, c'est sûr. Tu te prépares à la prochaine étape. C'est une pause obligée afin de franchir la prochaine étape. Ramenons les principes entrepreneuriaux dans notre vie personnelle. Puis ça, c'est peut-être parce que tu vis présentement un plateau de croissance prêt pour la prochaine étape. Bientôt. Bientôt. On dit, au-delà d'offrir des milieux de travail ouverts et inclusifs pour attirer des femmes sur des chantiers, quels changements structurels devraient avoir lieu et comment devrait-on les gérer? Avez-vous des beaux exemples à nous parler? Des changements structurels. J'ai manqué le début de la question. Au-delà d'offrir des milieux de travail ouverts et inclusifs pour attirer les femmes, quels changements structurels devraient avoir lieu? Les changements structurels, j'essaie de voir l'angle de la question. Le changement structurel, dans l'industrie de la construction, tu sais, c'est certainement, là, je prends le coffrage, par exemple. C'est un métier excessivement difficile, exigeant. Je vais peut-être amener l'idée du concept de changement structurel à la façon de penser l'industrie de la construction. Moi, je le perçois. Mes indicateurs, mes KPI, ils sont clairs. On est en nombre descendant d'heures
d'heures hommes chantier, hommes et femmes, chantier par projet. Pourquoi? Parce qu'on innove dans nos façons de faire. C'est pas parce qu'on a moins d'emplois, c'est qu'on transpose la façon de faire grâce à l'innovation dans la préfabrication, une planification plus accrue. C'est un ballet magnifique là, qui se joue sur le chantier, coordonné à la perfection. Ce matin encore, j'étais avec un client qui me disait « Planification 4 semaines, c'est impeccable, c'est toujours facilement prévisible. » Alors, plus on ramène dans le volet planification, la structure des projets, je vais rajouter à ça un clin d'œil au type de contrat. On revient au contrat collaboratif qui amène beaucoup plus de planification en amont, qui amène tous les professionnels autour de la table plus tôt, tous ceux qui sont dans le cheminement critique. Et je souhaite donc que les entrepreneurs spécialisés qui sont impliqués dans le cheminement critique des projets seront autour de la table. J'avais encore des discussions avec des grands bureaux d'experts conseils en structure récemment qui me partageaient que c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne les amène pas plus tôt dans le processus? Il y a des beaux pas dans l'industrie de la construction qui ont été faits récemment. J'ai lu ce qui a été fait par la SQI, entre autres, on parle beaucoup. Le ministre Jonathan Julien a la volonté de vouloir faire les choses différemment, plus vite pour moins cher. Il faut absolument qu'on se réinvente pour ça. Les types de contrats vont l'être si on modifie la quantité d'heures chantier, donc le requis en force brute terrain. C'est pas facile, l'industrie de la construction. C'est exigeant. Et là, si on réfléchit différemment, fait que probablement que cette modification de structure-là va amener immanquablement l'ouverture vers la diversité et donc l'ouverture à nos femmes. Excellent. On a le temps pour une dernière question. Allons-y. Je l'aime, celle-là. Si on se projette dans 10 ou 15 ans, Coffrage Synergie sera rendu où? Ah, quelle question! Coffrage Synergie sera rendu où? On ne sait pas. Est-ce que 15 ans, c'est trop tôt? Mais, vous savez, moi, je rêve beaucoup dans l'innovation. Est-ce que nous deviendrons peut-être la première entreprise de coffrage au Canada à utiliser des imprimantes 3D pour faire des 40 étages au centre-ville? Peut-être. J'aimerais beaucoup. C'est loin, mais c'est sûr que de la diversification d'activités, de secteurs géographiques, on a créé une recette incroyable qui génère du talent au sein, fait que très certainement, les opportunités sont nombreuses pour Synergie et je rêve à de l'intelligence artificielle qui joint nos rangs et ne devenons pas anxieux pour les emplois. Ça va juste déplacer le travail, comme on disait. Travail à valeur ajoutée, comme on dit. Des travaux à valeur ajoutée et je rêve que des sourires dans l'ensemble de l'industrie de la construction. On va être pas mal plus Même positif. l'hiver à moins 30? Ils aiment ça. Incroyablement, ils aiment ça. Ils me surprennent tout le temps. Ils sont extraordinaires. Génial. C'est ce qui conclut notre tête-à-tête, chère Isabelle. Merci infiniment de ta générosité. Je suis convaincue vraiment que tes propos, tes conseils et toutes tes belles anecdotes vont avoir donné le goût aux jeunes d'être authentiques et d'exercer surtout leur métier, d'être ambitieux dans la vie. Je te trouve très authentique, toi-même passionnée et surtout très, très inspirante. Un grand merci également aux gens d'affaires participants et même à plusieurs de mes collègues qui se sont joints à nous aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bel après-midi et à très bientôt.